Alors, bienvenue à vous tous, vous toutes pour cette dernière conférence de la série de notre série de conférences virtuelles, à la fois autochtones et indiens, réalité et enjeux Adivasi en territoire sud-asiatique. Alors, on a l'honneur d'accueillir aujourd'hui Laurent Géron, qui est directeur de l'ERCA à l'UQAM et qui est également directeur du département de sciences et religions. L'objectif ici de la présentation de Laurent, qui est une présentation en guise de conclusion, c'est de faire en fait des parallèles avec les réalités, les enjeux autochtones ici en Amérique du Nord. Alors Laurent, je te remercie infiniment d'être des nôtres aujourd'hui. Et sans plus tarder, on va enlever la petite affichette et te céder la parole. Alors à toi, Laurent. Merci Mathieu, merci pour l'invitation. Donc, ben, déjà, commencer par spécifier qu'évidemment, je ne connais pas, absolument pas le contexte indien et que je me base beaucoup sur les conférences, les notes de conférences qui ont été prises pendant cette session, pendant cette série, pour essayer de faire un certain nombre de parallèles avec des questions, des réalités que j'ai cru voir émerger de ces conférences-là et des parallèles qui peuvent résonner finalement, des questions qui peuvent résonner avec le contexte, je dirais plus spécifiquement, oui, nord-américain, mais plus spécifiquement sur mes terrains de recherche qui se situent bien sûr plus au Québec, c'est-à-dire avec les Atikamekw de la Haute-Mauricie, notamment les communautés de Wemontachi et de Manawan, et les communautés Innu, et plus spécifiquement la communauté de Pakwashipi, située sur en basse côte nord. Donc moi, ça fait une vingtaine d'années que je travaille sur les questions autochtones avec les Atikamekw dès le début des années 2000. Donc je suis anthropologue de formation, formé à l'Université Laval. Et en tant qu'anthropologue, la première chose qui a pu peut-être émerger en tant que parallèle, c'est bien sûr le rapport qu'on peut établir avec les populations locales, particulièrement dans des contextes politiques de marginalisation, de dépossession ou de manque de reconnaissance par l'État. Ce travail anthropologique de terrain, c'est pas juste un travail, bon, en anthropologie classique, on mise surtout sur le travail de terrain à long terme, d'établir des relations de confiance, hem, des relations d'amitié souvent, voire des relations, presque familiales. Ça peut aller jusque-là puisqu'on est accueilli souvent, chez des gens, chez des personnes et on a pu voir un peu, à travers notamment, tout le travail qui a été fait dans le livre de la jungle insurgée avec, Alpaca, mais aussi je dirais avec tout le travail de Marianne, Sarah-Saulnier, hem, l'importance d'établir, ces relations de confiance pour avoir accès, à des connaissances qui autrement, seraient, difficilement accessibles. On voit tout le travail notamment qui a été fait pour, marcher avec, s'imprégner du territoire avec, Alpaca et dans son livre, le livre de la jungle insurgée. Je pense que c'est ça qu'elle a fait ressortir. Établir des relations de confiance dans un contexte politique, d'insurrection. Je pense qu'on n'est pas de ce côté-là, en Amérique du Nord, quoique avec, certaines actions politiques, on est vraiment dans la résistance, active, mais on n'est pas évidemment, au même niveau que ce qui a été décrit. Mais pour comprendre, je dirais les catastrophes, parmi les catastrophes qu'on peut nommer ici, c'est évidemment les déportations, les relocalisations forcées, la dépossession territoriale, les coupes forestières qui continuent de dévaster les territoires traditionnels autochtones ici en Amérique du Nord, pour comprendre l'impact du colonialisme, notamment de ces dépossessions-là, comprendre aussi les conséquences intergénérationnelles de ces politiques coloniales. Ben, il s'agit de s'inscrire dans ces relations de confiance pour voir comment les personnes vivent, expérimentent, mais aussi réagissent euh, à ces pratiques coloniales. Donc, je pense que
dans le cas d'Alpassa et du livre de la jungle d'insurgir, on a bien démontré l'importance de cette relation. Donc, c'est un principe méthodologique, mais qui dépasse seulement un travail méthodologique pour récolter des données, mais vraiment un créateur de relations, de s'insérer dans le long terme et de créer cette confiance. Dans le cas de Marianne, je pense qu'elle a insisté sur un point qui aujourd'hui est extrêmement central dans la possibilité de développer des recherches au Québec et en Amérique du Nord, c'est toute cette notion de co-construction des connaissances. Puisque les femmes charmeuses de serpents avec lesquelles Marianne a pu travailler font partie intégrante de la démarche de recherche, particulièrement dans l'analyse des récits qui ont été récoltés et l'analyse de la chercheuse, en l'occurrence Marianne. Donc ça, c'est un point qui, depuis les années 60-70, sur des questions autochtones, notamment dans le domaine de la recherche, mais aussi dans le domaine des projets en études, développement de programmes, l'importance de considérer les peuples autochtones comme des acteurs, des actrices à part entière à toutes les étapes du développement des projets de recherche. Et je pense que Marianne le démontre bien à travers elle a bien démontré à travers son son travail de thèse. Donc ça, c'était vraiment, je dirais, comment entrer peut-être le parallèle, en tout cas le point important qui me paraissait ressortir de certaines présentations. Il y en aurait eu d'autres, Pierre-Alexandre notamment, hein, tout le travail de terrain qu'il a réalisé. Mais c'est un point sur lequel je pense qui est commun. Au-delà de la nécessité anthropologique, au-delà de la nécessité d'un véritable travail ethnographique en profondeur, je pense que c'est d'autant plus important dans les contextes marqués par ces relations coloniales, marqués par ces ruptures, cette violence parfois entre l'État et les populations locales. Le deuxième point, selon moi, ça a été soulevé assez rapidement dans la série de conférences, mais peut-être à différents moments tout au long des conférences, c'est tout ce qui a trait aux catégories, notamment aux catégories d'identification, euh, plus que d'identité finalement. Toute cette question d'identification rejaillit ici au Québec et trouve un écho sous certains aspects dans ce qui a été présenté euh, lors des conférences, lors de cette série de conférences. Donc un petit rappel ici, les populations autochtones sont reconnues à travers la Constitution 1985, qui reconnaît principalement, ben pas principalement, qui reconnaît trois groupes au niveau du Canada. Donc les Premières Nations, les Inuits et les Métis. Bon, la particularité du Québec, c'est que aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il n'y a pas de groupe métis reconnu. Donc ça, c'est déjà un point important, même s'il y a des revendications métisses qui émergent depuis quelques années au Québec, il n'y a pas de groupe métis tels qu'ils peuvent être reconnus dans le reste du Canada. Donc ça, c'est très important dans ce jeu de catégories d'identification, de considérer que l'existence des métis ici, en tout cas telle qu'elle est revendiquée actuellement, est très contestée et fait l'objet de beaucoup de débats au niveau politique, même social et culturel. Ces catégories reconnues dans la Constitution, je pense que ça a bien été expliqué par Marwan Atala dans sa conférence, on trouve un écho ou en tout cas une assise aussi au niveau international, notamment à travers la Déclaration des droits des peuples autochtones de l'ONU. Et là, ça pose différents problèmes. C'est pour être autochtone, pour être considéré comme autochtone, il faut démontrer une continuité historique avec des sociétés dites précoloniales. Il faut démontrer une antériorité d'occupation du territoire ou d'un territoire délimité. Bon, c'est ce à quoi on pourrait y revenir, mais c'est ce à quoi sont occupés maintenant depuis presque 40 ans différents groupes autochtones ici au Québec. Démontrer face au gouvernement qu'ils ont occupé le territoire qu'ils revendiquent avant la période de contact. Et c'est seulement à cette condition-là qu'ils sont autorisés à s'inscrire dans un processus officiel
de revendication territoriale globale, comme on l'appelle. Et ce processus de revendication territoriale globale est tributaire du fardeau de la preuve. C'est-à-dire, c'est aux groupes autochtones de prouver qu'ils étaient là avant la période du contact. Troisième critère pour être reconnu comme autochtone, c'est de montrer aussi qu'on a des systèmes sociaux, économiques et politiques spécifiques, donc qui se distinguent de la société. La même chose pour les langues, les cultures ou ce qu'on appelle d'une manière générale les croyances ou les savoirs. D'avoir vraiment, de pouvoir démontrer des langues qui soient des langues maternelles, qui soient encore parlées ou non, mais qu'on puisse démontrer que ces langues-là ont une spécificité. Pareil pour les éléments culturels ou les savoirs. Et enfin, le dernier critère qui, lui, pose toute une série de problèmes, c'est le critère lié à l'auto-identification. Peuvent être reconnus des groupes qui s'inscrivent dans ce processus d'auto-identification. Donc là, on a une interprétation assez large de ce que peut être l'auto-identification. D'ailleurs, ça n'a jamais été défini à l'intérieur de la Déclaration des droits des peuples autochtones au niveau de l'ONU. Donc, cette définition internationale, elle a un écho au niveau national, au niveau du Canada, au niveau du Québec, et puis on l'a vu avec cette discussion dans les catégories politiques et juridiques, telle qu'elle avait amené lors de sa conférence Marwan. Et ça, j'avais trouvé ça extrêmement éclairant de voir un peu comment ces catégories pouvaient bouger et étaient confrontées aussi à ces espèces de conceptions locales finalement, qui pouvaient aussi remettre en question ces définitions nationales ou internationales. Cette question des catégories, elle rejaillit aussi quand on s'intéresse à la question des ethnonymes, donc qui fait l'objet d'une appropriation, en tout cas d'un travail historique assez intéressant à documenter. C'est le cas au Québec. Vous n'êtes pas sans savoir qu'on ne dit plus, en tout cas on essaye de plus dire Huron, mais on va dire Wendat. On ne dit plus montagnier, mais on va dire Innu. On dit plus tête de boule, comme ça a été le cas pendant des années pour les Atikamekw, mais on dit Atikamekw Neiro Visiwok, donc un ethnonyme qui est réapproprié vraiment depuis les années 70 par les Atikamekw. Donc on a un travail au niveau de cette catégorie identificatoire, de cet ethnonyme, qui me faisait penser un peu aussi à la manière dont a évolué la dénomination à laquelle faisait référence Pierre-Alexandre Paquet dans sa présentation, avec les Goudjars, je pense, où on a rajouté Goudjar, on a rajouté ce Van Goudjar, qui vient signifier, qui veut dire forêt, et qui vient signifier finalement l'appartenance au territoire ou l'appartenance à l'univers forestier. Et c'est un peu ça qui se passe aussi au Québec historiquement, c'est-à-dire des ethnonymes qui sont réappropriés en langue vernaculaire et qui viennent démontrer une appartenance à une terre, à un territoire, à un univers spécifique. Et je trouvais ce parallèle assez intéressant quand Pierre-Alexandre Paquette faisait référence à cet ethnonyme, ce rajout historique qui est très stratégique, qui est politique. Spivak dirait de l'essentialisme stratégique, c'est Van Gujar, rajouter cette référence pour positionner ce groupe dans son lien avec la forêt. Donc ce jeu des catégories, je pense, mériterait beaucoup de recherches à venir. Je pense qu'il y a vraiment beaucoup de parallèles à faire dans ces relations entre les initiatives locales et les conceptions ou les représentations étatiques. Troisième parallèle que je me permettrais de dresser, c'est un parallèle qui a trait à un des domaines qui m'intéresse beaucoup, c'est toute la question des processus de patrimonialisation. Donc quand on parle d'art, de littérature et ou alors on a parlé beaucoup avec Anouk notamment, Carcignol, Rao, de l'utilisation du théâtre finalement
dans cette rencontre ou ce projet de décolonisation par l'art. Le théâtre, là, vient jouer un rôle au niveau de la rencontre interculturelle, mais il renforce aussi l'idée de l'importance de l'auto-représentation par ce médium-là. Et là, je prendrai l'exemple de ce qu'on a fait un peu avec les Atikamekw à Manawan, dans le cadre d'un projet qui est mené depuis maintenant 5-6 ans, c'est le projet Madagan, où on amène des jeunes sur le territoire, les jeunes sont en contact d'aînés. Les aînés racontent souvent des récits, des histoires qui mettent en scène un certain nombre de personnages importants, des personnages qui interviennent dans les récits de création du monde. Et ces récits peuvent être très longs. C'est des récits qui sont racontés en langue atikamekw. Et un des projets qu'on a développé, c'était de ramener ces savoirs transmis sur le territoire, de les ramener à l'école. C'est pour ça que le projet s'appelle les écoles de la forêt à l'école. Comment ramener finalement les savoirs transmis sur le territoire dans un lieu privilégié aujourd'hui? C'est le système, c'est l'histoire du système éducationnel, c'est-à-dire l'école obligatoire dans les écoles secondaires des communautés. On a choisi l'option théâtre. Donc, de créer une pièce de théâtre à partir d'un récit d'un aîné. Et on a constaté qu'il n'y avait pas tant de participation des jeunes dans la pièce de théâtre, mais il y a eu beaucoup de participation en tant que spectateur, d'essayer de voir à quoi faisait référence cette pièce de théâtre. Et on voit que le théâtre, ici au Québec, est repris dans différents projets, justement pour euh, valoriser certains savoirs, certaines images, et que ça devient vraiment un outil d'auto-représentation. La compagnie Ondinoc, par exemple, est un très bon exemple, une compagnie de théâtre au Québec. La compagnie Ondinoc travaille beaucoup à rétablir la justice sociale, racontée par le théâtre, s'inscrire dans une décolonisation de la représentation. Et je pense que c'est un peu ça qui avait été discuté également par Raoul Varma et le Tesri Dunia Theatre. Donc, pour moi, ça, c'est un point important également, là, de ces processus de patrimonialisation. S'intéresser aux projets, aux actions, aux médiums, mais également aux acteurs et aux actrices qu'il y a derrière ces projets, et des projets finalement qui ne sont pas juste des projets culturels ou patrimoniaux, mais qui deviennent par la bande des projets politiques de décolonisation de l'image qu'on peut avoir des peuples autochtones. Ça, c'est un point que je trouvais très intéressant dans le parallèle qu'on pouvait tisser. Quatrième, j'allais dire dernier, mais c'est l'avant-dernier. Quatrième point de parallèle, quatrième parallèle, tout simplement, c'est tout ce qui a trait, je dirais, aux cosmologies, entendues comme des visions du monde, des conceptions du monde, ou la diversité des paysages religieux. Particulièrement sur un aspect que j'ai trouvé très très fort, là, c'est la question des liens entre rituel et politique. Le lien entre rituel et politique qui a notamment été abordé par Vincent Briand-Giroux dans sa conférence sur les rites de possession des communautés adivasi du Nord. Et cette conférence fait, selon moi, aussi, je ne connais pas le rituel du Teyam, mais c'est pas sans rappeler, d'un point de vue classique en anthropologie, euh, tout ce que Jean Rouch a documenté avec les Aouka du Niger. À travers ce rite, donc dans les maîtres fous de Jean Rouch, c'est exactement ça qu'on documente, cette inversion dans le rituel de possession, c'est-à-dire que les possédés incarnent la puissance coloniale et quelque part la tournent en ridicule, exagèrent sa puissance. Enfin, c'est tout l'objectif des maîtres fous, en tout cas
de ce rituel de possession des Aoukas qui a été documenté par Jean Rouch, c'est vraiment de tourner en ridicule euh, la puissance coloniale, en l'occurrence ici l'Empire britannique. Donc il y a ce point commun aussi avec Jean Rouch, l'Empire britannique, le rôle de l'Empire britannique dans le processus de colonisation. Alors on trouve pas d'équivalent, à ma connaissance en tout cas, de rite de possession en tant que tel, je dirais en Amérique du Nord. C'est simplement pour insister sur le pouvoir du rituel, qui a été également l'objet des politiques d'assimilation à travers l'histoire de la part des gouvernements. On se souviendra de l'interdiction qui a été faite aux communautés de pratiquer le potlatch, donc cette cérémonie d'échange, de dons, de contre-dons qu'on retrouvait plus dans l'Ouest en Colombie-Britannique. La cérémonie de la danse du soleil également, pratiquée dans les plaines et les prairies, donc une cérémonie très impressionnante de par la manière dont ça convoque les corps, donc vraiment des marquages corporels très importants, donc des cérémonies qui ont été interdites. Et pour faire le parallèle avec ce qui se passe ici, c'est tout un mouvement de réappropriation, de réactualisation des rituels. On peut penser par exemple au rituel de la Sweat Lodge, qui est une cérémonie de guérison et qui est aussi le lieu de certaines inversions pour insister à la fois sur l'importance du lien au territoire, du lien aux ancêtres, mais également du lien aux entités non humaines euh, qui habitent ce territoire. Donc le rituel devient comme euh, une expression de cette relation au territoire qu'on revendique par ailleurs. Donc le lien entre ritualisation de la culture et, je dirais, des processus d'affirmation politique sont extrêmement présents ici au Québec et au Canada. Et je trouvais que la conférence de Vincent rappelait finalement l'importance de cette ritualisation pour les peuples autochtones. Euh, on a avec c'est un peu dans la lignée, mais là on va plus du côté, selon moi, du côté de la guérison. Donc c'est plus rituel et guérison avec la conférence d'Émilie Parent, qui aborde la guérison à travers la sorcellerie. Là encore, il n'y a pas de sorcellerie en tant que telle ici en Amérique du Nord. Simplement un certain nombre de euh, pratiques de guérison qui mobilisent des entités non humaines du territoire, des pratiques de guérison qui sont également, qui font l'objet de diffusion à travers plusieurs groupes. Donc, ce n'est pas pratiqué en vase clos. Il y a des connexions entre différents groupes autochtones du Québec, du Canada, des échanges culturels qui participent finalement de la vitalité de ces pratiques rituelles et des expériences de guérison aujourd'hui. C'est pour ça que bon, on a parlé parfois de continuité, de rupture, heu, de nouveauté aussi. On a utilisé à propos de ces dynamiques historiques, on a beaucoup utilisé le terme de continuité transformative heu, ici au Québec pour inscrire ces pratiques rituelles non pas dans un passé figé, ahistorique, mais pour bien montrer comment ces rituels, même si on a pu documenter leur existence dans une période post-contact, font l'objet d'une actualisation sans cesse renouvelée en fonction du contexte politique, en fonction des défis qui se posent aujourd'hui aux peuples autochtones. Donc l'idée n'est pas forcément de chercher l'authenticité des pratiques ou l'origine d'une pratique, mais de la considérer pour ce qu'elle est, peu importe les transformations qu'elle peut avoir subies. Donc ce concept de continuité transformative est assez intéressante quand on veut interroger justement les réponses des populations locales à tous ces processus de colonisation, de colonialisme, d'assimilation. Et puis, je pense que la ritualisation et la guérison, telle qu'elle a été abordée dans cette série de conférences,
on on peut voir que ça peut avoir un écho. Et enfin, pour terminer, je voulais terminer là-dessus parce que c'est un enjeu quand même, un enjeu assez important. C'est tout ce qui a trait, évidemment, d'une manière, globale, la relation au territoire et aux enjeux environnementaux. Heu, bon, on a Émilie Crémin et dans une autre mesure, Pierre-Alexandre Paquet, qui ont évoqué ces questions-là, notamment, comment les savoirs locaux, d'une manière générale, ici, comment les savoirs plus spécifiquement autochtones, heu, peuvent devenir, aussi une réponse ou une adaptation aux changements climatiques, aux changements environnementaux. Quels sont les défis actuels, qui se posent à ces, populations pour essayer de faire valoir leur savoir, leur expertise, leur regard, leur conception du monde sur ces changements. Hem, bon, on a pris l'exemple du Bangladesh, du Vietnam notamment, avec Émilie, heu et on a évoqué avec Pierre-Alexandre cette démarche assez problématique qui peut être soit initiée par l'État et maintenant, c'est qui est plus intéressant, par les populations autochtones. C'est ce qu'on appelle la création de parcs nationaux ou la création d'aires protégées. Je pense que, au Québec, en tout cas, un certain nombre de groupes autochtones, s'inscrivent dans ces démarches-là, en réponse à la création d'un certain nombre d'espaces réservés par les gouvernements, comme les parcs nationaux. On essaye, du côté autochtone, de créer des aires protégées, qui incluent des, territoires familiaux, protéger, les lacs, les rivières, qui font partie de ce patrimoine et qui sont intrinsèquement liés à la valorisation, à la transmission de savoir dans, les familles au niveau, local. Donc évidemment, ça pose un certain nombre de défis, puisque le territoire, et notamment l'espace forestier, est divisé en ZEC, en pourvoiries, avec des utilisateurs du territoire qui sont très, très nombreux. Mais on a, cette appropriation d'une stratégie politique qui est la création d'aires protégées, comme réponse à certaines initiatives du gouvernement ou plutôt à des laissés-aller, avec lesquels on n'est pas d'accord au niveau local, comme l'exploitation forestière intensive ou, les initiatives, des compagnies minières. Donc il y a plusieurs groupes qui tentent de s'inscrire dans cette, démarche-là. J'ai pas envie forcément de discuter des limites, mais je pense que ça a un écho quand même. Les juristes, pourraient, en parler plus longuement, notamment, au niveau des limites, mais on a quand même dans différents pays, le Québec, le Canada fait pas exception. On peut penser à la Nouvelle-Zélande aussi ou en Australie. On a quand même des initiatives, qui visent à faire reconnaître ce qu'on appelle, je pense que c'est le cas en Inde si je ne me trompe pas, faire reconnaître les personnalités juridiques de certaines entités, comme, les fleuves, par exemple, ou les rivières. Ça a été le cas au Québec avec la rivière Magpie, un certain nombre d'initiatives qui visent à vraiment, élever, dans le débat, politique juridique ces entités. Ça rejaillit sur les pratiques de recherche. On sait qu'il y a plusieurs chercheurs maintenant en Australie qui, au moment de signer, des articles, nomment en premier lieu le nom du territoire autochtone sur lequel ils ont travaillé. Donc le territoire sur lequel ils ont travaillé, ils et elles ont travaillé, est nommé comme coauteur des articles scientifiques qui sont produits. Donc on a toute une réflexion, je dirais, sur la prise en compte des entités locales, les rivières, les lacs, les territoires familiaux, dans cette, volonté de valoriser des savoirs, on va dire des savoirs écologiques pour aller vite et qui démontrent finalement une volonté de s'adapter aux changements environnementaux. Mais c'est pas juste des changements, c'est aussi, on pourrait dire, la violence, finalement, environnementale produite par, différentes initiatives comme les compagnies forestières, ou les compagnies minières. Et tout ça, je pense que c'est vraiment le lien, même s'il se pose de manière différente. Je pense que cette relation au territoire est, transversale à l'ensemble des enjeux qui sont, discutés ici
et je crois avoir compris, si je ne me trompe pas, que c'est bien le cas aussi, dans l'ensemble, des conférences qui ont été, présentées tout au long de cette session. Donc voilà en 30 minutes ce que je peux en ressortir en espérant ne pas avoir été trop, à côté et de ne pas avoir, trahi la parole des conférenciers, conférencières à cette session, mais qui, donc ont un écho, selon moi avec, des questions qui sont abordées par différents chercheurs et recherches ici au Québec et en Amérique du Nord. Je te remercie infiniment, Laurent. On voit te mener ça avec une main de maître. Tu as fait des clins d'œil à à toutes les présentations, à toutes les conférencières, conférenciers qui ont participé là, pratiquement. C'est super intéressant tout ça. Alors j'aimerais élargir un peu la discussion en donnant la possibilité d'interaction, poser des questions ou commentaires à Laurent. Oui, Chiara, je vois que tu es en train d'allumer ton micro. C'était une petite question vraiment, c'était à propos de la compagnie théâtrale au Québec qui s'inscrivait dans la décolonisation. J'ai pas fait attention à écrire le nom de la compagnie, j'étais intéressée à connaître mieux cette, initiative. Ouais, je vais l'envoyer dans le Zoom, c'est la compagnie Ondinoc. Merci beaucoup. Sinon, moi, j'aurais une question. Oui, monsieur Atala? Hem, je voulais savoir, est-ce que parce que, je pense que c'est peut-être une des différences aussi qu'il y a entre l'Inde et le Canada dans le cadre de la politique actuelle. Est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution positive? C'est-à-dire qu'il y a un rapport de force qui a augmenté, de la part des nations autochtones envers le gouvernement québécois et envers le gouvernement du Canada dans les, on va dire, 2-3 dernières décennies? Ou c'est une relation qui a stagné, en fait? Est-ce que tu considères que les relations avec les institutions de pouvoir et le potentiel, de faire changer les choses au niveau de la protection, par exemple, contre les coupes forestières ou autres, il est plus dans le camp des, communautés autochtones maintenant qu'il y était, il y a 30 ans, par exemple? Ouais, c'est une bonne question, en fait. Le problème, ça dépend de quoi on parle. Si on prend l'exemple, je sais pas, je vais peut-être commencer par la note un peu plus, pessimiste, mettons. Si on prend l'exemple de tout le dossier des, revendications territoriales, on voit que, bon, on a pu entendre différentes personnes, notamment dans différents projets, des négociateurs qui sont venus nous parler, et qui témoignaient de la difficulté à faire évoluer les mentalités des négociateurs, des gouvernements qu'ils avaient en face d'eux, notamment dans la prise en compte de certains, concepts importants pour la nation Atikamekw ou la nation Innu. Il faut quand même savoir que ça fait quand même 40 ans, que, ces groupes-là sont assis aux tables de négociation et qu'il y a toujours pas d'entente spécifiques qui ont été signées. Donc il y a une forme, je veux dire, il y a quand même une forme de stagnation, même si évidemment ça avance sur certains points, sur certains dossiers, mais il reste que dans les faits, il y a toujours pas, d'entente, qui ont été, signées. Maintenant, et puis c'est drôle de poser cette question-là maintenant, aujourd'hui, puisqu'on fête, spécifiquement là, maintenant, les 10 ans, du mouvement, Idle No More, que vous connaissez, sans doute, qui pour moi, en tout cas, j'imagine pas juste pour moi, a été quand même un marqueur, de l'évolution d'une relation. Ça a été un point tournant. Il y a eu plusieurs points tournants dans la relation avec les peuples autochtones plus spécifiquement au Québec, et Idle No More et au Canada. Je pense que c'est un événement quand même très important. C'est pas un événement, c'est tout un processus, toute une visibilisation finalement des réalités autochtones, heu, également on va dire de la mise en valeur des points de vue et des expériences, autochtones. Et Idle No More a radicalement changé la donne dans le rapport de pouvoir, au moins par rapport à la société, par rapport à la société civile. Pour le gouvernement, c'est peut-être autre chose, mais au moins pour la société civile. On voit
un changement dans les cours qu'on donne sur les questions autochtones. De plus en plus de personnes intéressées à comprendre, à savoir, à mieux saisir l'impact, à mieux saisir l'histoire coloniale, mais surtout à mieux saisir l'impact que cette histoire coloniale peut avoir aujourd'hui dans leur propre construction de l'image qu'ils se font des peuples autochtones ici au Québec. Et Aidan Lemort a montré aussi, puis ça c'est un point important, une forme de solidarité. C'est tombé exactement en même temps que le mouvement Carré Rouge, donc la lutte étudiante contre l'augmentation des frais de scolarité. Il y a eu une forme de solidarité, une forme de convergence des luttes finalement. Et ça a eu un impact, selon moi, considérable dans le rapport de force qui pouvait s'instaurer au sein de la société québécoise notamment. L'autre évolution, c'est qu'il y a une prise de parole que je qualifierais peut-être de, je ne sais pas si c'est un bon mot parce que ça a été repris dans différents contextes, mais de décomplexer, dans le sens où maintenant, je veux dire, que ce soit dans les arts, dans le cinéma, on a une prise de parole, on a une représentation beaucoup plus importante des Autochtones. On a des intellectuels qui ont, depuis une quinzaine d'années, investi la sphère intellectuelle, on le sait, qui est le mouvement de résurgence autochtone, a repris les thèses et les a développées, les a appropriées, les thèses des intellectuels, notamment du mouvement de la négritude, donc tout ce mouvement postcolonial, de la littérature postcoloniale, Frantz Fanon, Senghor, Albert Memmi. Donc on voit des intellectuels, Glenn Coulthard, Tayayake Alfred, qui se sont appropriés et qui ont développé, qui ont poussé très loin la critique du système politique actuel, la critique du concept de reconnaissance, et qui ont pris une place maintenant très forte dans la société. Donc moi, le rapport de force, je le vois évoluer, et je pense que tous les observateurs, y compris les observateurs autochtones, le mesurent, ce changement, cette évolution dans le rapport de force. Il reste que, bon, dans la société, je veux dire, si on prend l'exemple d'une université comme l'UQAM, sur 1200 profs, on n'a toujours qu'une seule professeure, enfin 2 professeurs autochtones. Donc, je veux dire, c'est un mouvement qui est en marche, selon moi, qui a pris de l'ampleur, qui a beaucoup évolué ces dernières années. Mais évidemment, on est encore loin de l'inversion totale du rapport de force, tel que l'aimeraient, par exemple, ces intellectuels du mouvement de résurgence autochtone. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, merci. Oui, Anouk? Oui, merci. Alors, moi, j'ai trouvé ça très intéressant de mettre en parallèle les différentes expériences et les différentes mobilisations autochtones entre le Canada et l'Inde. Et je me posais la question de savoir s'il y avait des concertations au niveau transnational entre autochtones. Par exemple, on peut imaginer entre le Canada et l'Inde, mais on peut aussi imaginer entre le Canada et la Nouvelle-Zélande que vous avez mentionné. Pour élaborer peut-être des stratégies de mobilisation, de négociation, pour comparer les expériences de chacun. Est-ce que vous auriez connaissance de ce genre d'initiative? Alors, je pense qu'il y a eu, c'est des projets qui, selon moi, c'est des projets qui restent quand même assez ponctuels. Il y a évidemment l'ONU qui reste un espace privilégié de rencontre entre les différents peuples autochtones à l'international. Donc, il y a vraiment des sessions spécifiques, des espaces spécifiques qui sont réservés pour les peuples autochtones à l'international. Donc, il y a beaucoup d'échanges à ce niveau-là. En termes d'initiatives, je dirais, qui sont en dehors de l'organisation, en dehors de l'ONU, il y a une organisation, un regroupement des autochtones francophones également. Donc ça, c'est intéressant aussi, puisqu'on voit qu'il y a une mise en parallèle en Amérique du Nord, mais aussi, par exemple, au niveau du Maroc, avec les Gnawa, il y a vraiment une concertation au niveau des enjeux, au niveau des peuples autochtones francophones. Mais ça reste
quand même, je dirais, limité, très difficile de réunir toutes ces personnes autour d'une même table. Et pour le moment, à ma connaissance, l'ONU reste finalement l'espace privilégié pour amener un certain nombre de discussions, partager un certain nombre d'enjeux au niveau politique et juridique. Euh, je ne pense pas, à ma connaissance, qu'il y ait d'autres organisations ou structures qui permettent une rencontre entre ces différents peuples autochtones à l'international. Et encore, c'est très difficile puisqu'on se frotte toujours à comment je pourrais dire, au problème des définitions et des catégories. Je sais que, par exemple, en Asie, j'ai cru comprendre que c'était plus le terme minorité qui était utilisé. Donc, il y a toute la question des définitions. C'est pareil pour l'Afrique, qui rentre dans cet espace-là réservé pour les peuples autochtones. Ça, c'est encore un jeu des catégories qui freine encore, à mon avis, les discussions au niveau international. J'aurais une question, et d'habitude, je pose mes questions de façon assez brève, là, mais si vous permettez, je prendrais peut-être 2 minutes pour contextualiser, parce que ça émane de la lecture d'un article de Philippe Zemich, qui est un anthropologue d'origine allemande, mais qui a travaillé beaucoup sur l'autochtonie sud-asiatique. Et il parle des Ranchi, qui est un groupe autochtone de l'Inde centrale, au Jharkhand, au Bihar, qui a été engagé, tu parlais de déportation forcée tout à l'heure, Laurent, et qui a été amené à la fin du 18e, début du 19e siècle, dans les îles Andaman, entre l'Inde et l'Asie du Sud-Est, entre l'Inde et la Birmanie, en plein cœur de la mer ou la baie du Bengale. Et les ranchis sont toujours établis ou une partie de ceux-ci sont toujours établis dans les îles Andaman. Et là, il y a un conflit entre les groupes autochtones, des groupes qui sont natifs des îles Andaman, et les ranchis qui, eux autres, ont été délocalisés, qui ont été déportés, mais qui habitent sur le territoire depuis pratiquement 3 siècles, hein, ou 2 siècles et demi. Et selon Zemich, il faudrait revoir, tout au moins en Asie du Sud, cette définition qu'on a de l'autochtonie qui est intimement liée au territoire. Puis ça se ressent très bien dans ta présentation. Là, tu parlais de la Sweat Lodge qui a un important ou qui est en lien avec l'importance du territoire, mais le territoire dans toutes les catégories d'identification des Autochtones dans les Amériques est très important. Alors, ma question, Laurent, est-ce que tu sens une certaine velléité de la part des groupes autochtones des Amériques à se redéfinir, mais de façon indépendante du territoire, où la territorialité est toujours au cœur de leurs identités? Est-ce qu'il y a quelque chose d'heuristique là-dedans, en fait, dans cette détériorisation de l'autochtonie? Mais moi, c'est à la fois, c'est assez complexe comme question, dans le sens où, à partir du moment où on parle du fait d'être autochtone aujourd'hui dans les communautés du Québec, du Canada, je parle de communautés reconnues. Et là, c'est là que ça commence. Dans le cadre des communautés reconnues. C'est-à-dire ce qu'on appelle sous l'angle de la loi sur les Indiens des réserves ou des groupes autochtones reconnus par l'État. On a un lien avec le territoire qui est, je veux dire, intrinsèque, qui n'est pas négociable et justement qui fait l'objet de négociations pour qu'on reconnaisse les territoires ancestraux qui sont considérés comme la base de l'appartenance identitaire. Reste que dans ce contexte-là, il y a quand même 50% de la population autochtone totale du pays, au Canada, qui vit dans des milieux urbains. Dans ces trajectoires, qu'on pourrait qualifier des trajectoires urbaines des autochtones, il y a toute une diversité d'expériences.
des personnes qui ont vécu dans leur communauté, qui ont quitté leur communauté pour différentes raisons. Il y a des personnes qui ont été adoptées et qui n'ont jamais vécu dans leur communauté. Il y a des personnes qui ont tout simplement déménagé quand elles étaient plus jeunes avec leurs parents et qui n'ont jamais vécu dans leur communauté, qui ne parlent pas leur langue, qui n'ont pas ce lien intrinsèque avec le territoire. Donc, ça, c'est d'expériences ou de relations au territoire. Je pense que ça, tout le monde en a conscience. Là où ça pose un certain problème actuellement, c'est qu'il y a tout un mouvement qui base ses revendications identitaires sur non pas un lien au territoire ou l'appartenance à une communauté, mais un lien de sang avec l'identification, par exemple, d'un ancêtre ou d'une ancêtre à la 12e ou 13e ou 14e génération. C'est tout le mouvement actuellement là, qui ça a été documenté par un auteur, notamment Daryl Leroux, dont toutes ces personnes qui se réclament autochtones sans démontrer un lien avec une communauté ou avec un territoire. Et là, ça crée toute une série de débats, de tensions, pour savoir qui est autochtone ou qui ne l'est pas. Le principe de base, mettons d'un point de vue autochtone, c'est qu'il est possible, à cause de différentes actions du gouvernement, qu'il est possible que tu n'aies pas été inscrit à un moment donné, parce que c'est une inscription dans un conseil de bande, ça se peut que tu n'aies pas été inscrit. Mais par ton nom de famille, par ton histoire familiale, tu peux te relier à une communauté, à une autre. C'est ça le principe, je pourrais dire, local qui prévaut. Et la communauté, ben, c'est une communauté qui est située sur un territoire ancestral. Donc, on revient au lien au territoire. Mais si tu prétends être autochtone et que tu ne peux pas démontrer ton lien avec ta communauté, avec ta famille dans la communauté, là, tu tombes dans une catégorie c'est ça, ce qu'on appelle les personnes qui veulent s'appuyer sur une ancêtre très lointaine pour revendiquer un statut autochtone qui est évidemment décrié par les autres personnes autochtones. Et là, il n'y a aucun lien avec le territoire, aucune appartenance communautaire. Donc là, c'est comme, tu vois, il n'y a pas de velléité de la part des peuples autochtones reconnus de vouloir revoir les critères d'appartenance, si ce n'est de les renforcer. Pas seulement avec la carte de statut, puisqu'ici, quand on est autochtone reconnu, inscrit, on a une carte de statut, mais également d'essayer de renforcer mettons, cet ancrage avec une communauté, avec l'histoire d'une famille, avec un territoire. Je te remercie, c'est très clair. Peut-être une autre question, ça émane de mon ignorance par rapport aux communautés autochtones des Amériques. Tu disais qu'au Québec, il n'y a pas de métis qui sont reconnus. Est-ce que historiquement, c'est parce que la nation métisse était essentiellement au Manitoba, en Saskatchewan, en Alberta, c'est ça? Oui, on considère vraiment qu'il y a, telle qu'elle a été reconnue dans la Constitution, cet ancrage, on va dire, même si on reprend les critères au niveau international, cette question de langue, de culture spécifique, de système socio-économique, politique spécifique, ça c'est quelque chose qu'on retrouve, qui a été documenté du côté Saskatchewan, Alberta, Manitoba, le Michif par exemple. Donc bon, ça a été documenté, et toute la rébellion de Louis Riel, ça c'est quelque chose qui est reconnu. Au Québec, on n'a pas cette... En tout cas, il y a des débats autour de cette... c'est un dossier très, très problématique actuellement dans la relation entre autochtones et notamment les groupes qui se réclament d'une identité métisse au Québec. Mais actuellement, il n'y a pas de reconnaissance. Non. Et je reviendrai peut-être sur la réponse que tu as donnée par rapport au territoire, à l'intérieur de laquelle le territoire est important, mais il y a aussi les liens avec la famille qui semblent structuraux ou déterminants dans l'octroi du statut d'autochtone. Mais est-ce que ça pourrait dire que quelqu'un qui n'a pas de lien de sang, mais qui vit
peut-être même depuis plusieurs générations à l'intérieur d'une communauté autochtone, cette personne-là pourrait-elle être considérée comme autochtone ou le lien de sang tout de même est nécessaire? C'est l'un des éléments qui doit être présent. Ouais, c'est très, très problématique. Ben oui, oui, je pense que le lien de sang doit être présent, c'est sûr. Après, il y a beaucoup de. C'est pour ça que ce jeu de catégories, d'identification est très problématique. Il y a eu des personnes, par exemple, dans l'histoire de ce débat très récente, qui se sont fait un petit peu mettre sur le devant de la scène médiatique en disant qu'ils n'avaient pas cette part de sang qui leur permettait de s'affirmer en tant qu'autochtones, mais les personnes qui défendaient ces personnes disaient: «Oui, mais c'est quelqu'un qui a démontré son appartenance, les causes qu'il a portées, sa reconnaissance auprès de certains milieux». Donc, tu vois, là, ça devient très idéologique quelque part, là. C'est très, très idéologique, mais si on se place du point de vue des communautés, des personnes autochtones, il y a une appartenance qui est déterminée à la fois par une histoire familiale récente, heu, histoire familiale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va dans une communauté, il y a des gens qui devraient être capables de connaître, peut-être pas de te connaître, mais de connaître l'histoire de tes parents, de tes grands-parents et de te replacer, pour le dire très clairement. Et si ça, c'est pas possible, là, il y a un problème. Là, je parle du point de vue des personnes autochtones, reconnues. Donc c'est pas juste, c'est vrai qu'il y a le lien de sang, il y a la généalogie, mais une généalogie récente basée sur une appartenance à une communauté. C'est pas parce qu'on peut vivre très longtemps dans une communauté non plus qu'on peut être reconnu comme tel. Merci. Vous avez d'autres questions, commentaires? Moi, j'ai peut-être une question, mais aussi peut-être un commentaire, mais aussi pour les autres personnes qui travaillent avec des communautés, que ce soit Chiara, Mathieu, je vois, il y a Kadiatou et Emeraude, Laurent. Ce qui est intéressant, c'est un enjeu que tu as abordé au départ, c'est les questions de collaboration, en fait. Parce que la recherche au Canada, elle est très réglementée, elle a évolué aussi dans ce sens avec les éthiques des 3 conseils, et aussi les derniers enjeux sur la co-construction des recherches. C'est quelque chose, je trouve, et je pense qu'en Asie, qui est beaucoup moins abordé, qui reste encore en fait, où aussi ça vient pas forcément du chercheur, tous les enjeux éthiques peuvent un peu passer à la trappe, et on voit encore comment ça se fait dans les universités européennes, sur que tu peux partir sur ton terrain, revenir sans jamais avoir à faire une certification éthique. Mais je me demandais pour les gens en fait, qui sont aussi dans la salle, c'est quoi votre rapport en fait à cette éthique-là en contexte sud-asiatique? Pour voir, est-ce que, toi, Laurent, tu considères que c'est ça va dans le bon sens au Canada? Est-ce que, en fait, un peu discuter de ces évolutions-là d'un point de vue éthique par rapport à la recherche avec des communautés autochtones? Parce que j'ai l'impression que le Canada, ils essaient aussi de se positionner comme, à travers le travail de collaboration, comme, un standard, en fait, de recherche pour améliorer, en fait, les relations qu'on a avec, nos partenaires de terrain. Mais c'était plutôt commentaire général, pour tout le monde. Mais si je peux peut-être juste parler de mon cas, ma recherche sur les hijras. J'ai dû recevoir l'approbation éthique de l'UQAM. J'étais en partenariat aussi avec l'université SNDT. J'ai dû faire une approbation éthique et les comités éthiques de ces deux institutions étaient très peu ou absolument pas familiers avec la réalité hijra. D'ailleurs, jusqu'à un certain point, j'avais l'impression que c'était bidon, ça. Ceci dit, j'ai travaillé également avec Comme Safar Trust, un ONG à Mumbai, qui travaille avec les communautés LGBT+, au sens large. Et eux autres ont exigé que je présente également mon projet au comité éthique de leur organisme. Et ça a tout changé. Ça a tout changé. Parce que c'est eux qui m'ont incité à avoir un comité aviseur qui était constitué d'Hijra. Et ça, vraiment, ça a donné une perspective tout autre à la recherche, là. C'était beaucoup plus une co-construction des savoirs jusqu'à un certain point, là. C'était pas tellement avancé, là. C'est pas quelque chose que j'avais vraiment étudié comme approche et tout.
mais ça s'est fait avec mes répondantes de façon un peu naturelle. Mais c'est grâce à ce troisième comité éthique. Alors, je dirais que ça dépend des comités éthiques et jusqu'à quel point également ceux-ci sont au fait des réalités des communautés sur lesquelles on va travailler ou avec lesquelles on va travailler plutôt. Je ne sais pas, Chiara, Anouk ou... Moi, en ce qui me concerne, récemment, je n'ai pas travaillé avec des communautés autochtones. J'étais dans un autre type de communauté juridique qui n'avait pas vraiment besoin de ce type d'autorisation. Quand même, j'ai fait une autorisation éthique, mais c'était moins problématique d'un point de vue éthique. Mais quand j'ai travaillé, quand j'étais à Oxford, j'ai travaillé avec les Taro et les Magar, qui sont deux groupes autochtones népalais. Je me souviens que les comités éthiques n'avaient aucune sensibilité à l'ethnographie tout court, dans le sens qu'ils demandaient des critères qui n'étaient pas possibles localement. Notamment, il fallait que les personnes interviewées signent un formulaire, une chose qui aurait été extrêmement mal vue dans les villages tard où la plupart des gens étaient analphabètes. La seule fois qu'ils devaient signer, c'était quand le gouvernement venait faire les recensements décennales et qui m'aurait mis du côté du fonctionnaire gouvernemental dès mon arrivée au village. Donc, j'ai dû demander, faire toute une série de... Bon. Ça, c'est au niveau personnel, évidemment. Je suivais, sans suivre les codes de Oxford, il y a des codes éthiques qui sont reconnus par les associations d'anthropologie qu'on peut suivre. La question éthique est très, très importante, mais il faut aussi comprendre que par rapport à un conseil des bandes qui semble être quelque chose de très établi, la réalité que j'ai vécue était extrêmement fragmentée. Moi, en fait, j'étais sur le terrain au moment où les groupes se autoconstituaient et donc ils établissaient eux-mêmes des barrières entre les uns et les autres, essayaient de se définir par leur spécificité. Donc, j'ai été cooptée pour participer à cette unicité, comme l'anthropologue qui aurait dû coopter, qui devrait aider dans cette construction. Et donc, j'avais des problèmes presque éthiques à l'inverse, c'est-à-dire d'être trop impliquée dans un processus dans lequel je ne savais pas, j'étais consultée comme une sorte d'experte, mais en même temps, je ne l'étais pas. C'était quelque chose que j'étudiais. Donc, voilà. Donc, ouais, c'est ça. Donc, il y avait une liberté incroyable par rapport à la recherche qu'on peut faire ici. Et donc, il y avait un ample marge pour un manque de réflexivité et un manque d'éthique sur les terrains. Mais en général, tous les anthropologues que j'ai vu travailler avec les autochtones au Népal étaient des personnes qui sans avoir été réglementées comme au Québec, ont observé des codes éthiques les plus stricts qui ont été instrumentales dans les revendications locales, tout en certifiant les processus de construction qui se faisaient et ne pas tombant dans un activisme facile qui participait de façon acritique à certaines assertions. Parce qu'il y avait un danger il y avait un danger politique dans cette tentative de créer des groupes purs. Voilà, auxquels on ne pouvait pas participer parce que ça impliquait un certain type de violence aussi. Voilà. Anouk, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Là, tu ne travailles pas directement sur l'autochtonie en Inde, mais tout de même. Non, je crois qu'elle allait répondre, mais la voilà. Bon. Ton micro est fermé, Anouk. Voilà, j'avais du mal à activer le micro. Oui, alors j'ai effectivement pas eu l'expérience de travailler avec des autochtones et par ailleurs, je viens de la discipline des relations internationales, donc on n'a pas les mêmes processus, notamment dans le cadre des recherches de terrain.
Donc, je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de demander de certificat éthique. Mais par contre, je trouve la démarche vraiment intéressante quand il s'agit des autochtones. Et je pense que ce que tu as vécu, Mathieu, c'est vraiment, vraiment inspirant. Et le fait de travailler en partenariat avec des associations membres de la communauté que tu étudies, ça me paraît effectivement primordial. Tout à l'heure, on parlait de l'autoreprésentation, du besoin des personnes de participer elles-mêmes à leur propre représentation, notamment dans le cadre du théâtre, mais dans d'autres domaines aussi. Et je pense qu'au niveau de l'éducation, de la recherche, bah, c'est aussi primordial que les autochtones participent à l'étude de leur propre histoire et à la transmission, non seulement familiale et traditionnelle, mais également au niveau universitaire et au niveau de la recherche. Voilà, c'était mon petit commentaire. Merci beaucoup. Chiara et puis Laurent, j'imagine que tu aurais quelque chose à dire là-dessus aussi, là. Excusez-moi, je voulais ajouter un petit détail qui pourrait être intéressant, notamment encore sur le fait que les autochtones doivent avoir la possibilité de participer eux-mêmes à la représentation. Et ce que j'ai remarqué dans mon terrain était qu'il y avait une multiplicité des voix et qu'il y avait une certaine partie de la communauté qui était productrice d'un discours sur comment voulait être représenté et le fait de donner voix à ces personnes ne voulait pas dire donner voix à toute la communauté. Il y avait une énorme multiplicité des discours, des négociations qui se faisaient et je trouvais que la question de la représentativité des voix était aussi un enjeu. Pas, disons, considérer qu'une communauté autochtone en tant que telle est représentée par exemple par des activistes. Dans mon cas, il y avait, et dans mon cas, et ceux d'anthropologues beaucoup plus connus que moi, comme Sarah Schneider, le problème était qu'il fallait aussi même dans l'art, dans la production artistique qui intéressait beaucoup vos présentations, il y avait une mise en scène d'une certaine identité qui avait été construite par certains activistes qui voyaient certaines pratiques comme superstitieuses et il fallait les réformer ou les éliminer avec un discours qui avait plus en commun avec un discours colonial qu'un discours local. Donc, bon, je vois que l'anthropologue, quand il dit je vais interagir avec les personnes, avec ceux qui se représentent comme ça, bon, il peut aussi être attentif et étudier la multiplicité des discours et comment cette construction s'est faite. Laurent? Oui, ben, au Québec, au Canada, en tout cas, c'est quand même encadré depuis un certain nombre d'années. C'est protocole de recherche, c'est des formulaires de consentement. Je pense que tout ça, c'est disons, assez insupportable pour tout le monde. Et on sait très bien que c'est davantage pour protéger les universités que pour protéger les personnes avec lesquelles on travaille, qui ont leur propre manière d'envisager la relation de recherche. Ça, c'est absolument certain. Maintenant, cette manière-là, et puis ça prend différentes formes. Je veux dire, chez les Inuits, ça fait très longtemps que ça existe. Et, tu sais, c'est rémunérer ces informateurs, ces interlocuteurs. Nos partenaires de recherche, il faut les rémunérer. Donc, il y a des gens qui se posent la question de la validité des informations transmises, alors que ça n'a forcément aucune espèce de conséquence, puisque c'est juste rémunérer une personne pour le temps qu'elle nous accorde dans un projet. Je pense on est arrivé à un paradigme de recherche, je veux dire, c'est le paradigme actuel qui est repris par les organismes subventionnaires. Donc, quelque part, maintenant, les personnes qui veulent s'intéresser ou avoir des projets financés sur la question autochtone doivent vraiment s'inscrire dans ces démarches-là de co-construction des connaissances, comme on dit. Depuis le début du projet jusqu'à la fin, puisque l'étape de la restitution, c'est-à-dire vraiment partager les résultats de la recherche sous une forme qui soit digeste aux partenaires de recherche,
est une étape maintenant essentielle pour l'établissement et surtout pour la durée de la relation de confiance. Cette étape de la restitution prend différentes formes. J'ai des gens qui font des petits films, des expositions, mais c'est une étape qui est devenue indispensable. Ça pose d'autres défis. Comment on fait ça quand on est à la maîtrise et qu'on n'a pas forcément ni les moyens ni le temps? Mais ça reste que c'est un contexte de recherche très présent depuis maintenant, je dirais, une bonne quinzaine d'années où c'est devenu incontournable ici pour les recherches. Même si tu es dans une bonne relation, il faut quand même respecter ces protocoles. Et il y a des protocoles également qui ont été formulés par différentes communautés et par des regroupements de communautés comme ce qu'on appelle l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador qui a formulé un protocole de recherche spécifique. Donc on est à la fois dans un cadre très formel, avec quand même cette possibilité de s'adapter à tout ça grâce au respect des principes locaux. Autres commentaires, questions? Remarques? Chiara vient de penser à quelque chose, là. Allez. C'est comme genre le cours. Je vous remercie beaucoup. Il faut que j'aille en classe dans la possibilité qu'il y a quelqu'un qui ne va pas à la COP 15 et veut suivre mon cours. Excusez-moi. Merci beaucoup de cette présentation, Laurent. Au revoir à tout le monde. Au Excusez-moi. revoir, Chiara. Là-dessus, si vous permettez, je conclurai avec une petite anecdote à laquelle je viens de penser pendant la présentation de Laurent. Je suis allé en Asie du Sud pour la première fois, j'avais 17 ans et j'écrivais à ma maman. Et j'étais 3 mois là-bas, puis quand je suis revenu, elle dit « Mathieu, je lisais tes lettres, je comprenais absolument rien. J'écrivais tellement mal, elle ne comprenait pas. » Et par la suite, je me suis mis à étudier le sanskrit. Et le fait de m'engager dans l'apprentissage de cette langue-là, ça m'a fait comprendre le français. Et c'est littéralement grâce au sanskrit, que j'ai compris ma langue d'origine. Et j'ai l'impression qu'à travers cette série de conférences sur l'autochtonie sud-asiatique, j'ai également appris beaucoup sur les Premières Nations, les Inuits et les Métis ici, dans les Amériques. Alors, je voudrais remercier tous les conférenciers qui ne sont pas présentes aujourd'hui, mais Anouk, Laurent, vous êtes là. Je vous remercie infiniment, Marwan également, infiniment de votre contribution à cette série. Je voudrais également remercier Émeraude qui était notre Manitou, si je puis dire, à l'intérieur de la série, parce que c'est elle qui s'est occupée des liens Zoom, qui a géré tout ça, la salle d'attente, les enregistrements. Et aussi, je voudrais également remercier les partenaires, c'est-à-dire l'Université Laval, l'Université de Sherbrooke, l'Université de Montréal, l'UQAM, particulièrement le département de sciences et religions, et le CIRIAS, bien entendu, mais également l'ERCA. Et aussi, bien entendu, le ministère des Relations internationales et de la francophonie, qui nous a offert une aide substantielle pour cette série, en fait substantielle, une aide qui nous a permis en fait d'embaucher Émeraude et puis d'embaucher une étudiante là, pour faire les résumés de chacune de ces conférences. Merci à Jeanne aussi qui fait ces résumés. Alors, sur cette note positive, ces gros merci, je vous souhaite une belle période des fêtes et vous allez être informés de notre prochaine série de conférences l'automne prochain sur la musique et les arts en Asie du Sud. Alors, à très bientôt. Au revoir.